Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des escars, alors qui sont des lésions de type ischémique, c'est-à-dire privation d'oxygène située principalement sur les saillies osseuses et les protubérances osseuses parce que c'est les plus exposés. C'est la peau qui est touchée, c'est pas les os, mais le fait est que vu qu'il y a une protubérance osseuse, l'appui est plus facile. C'est donc une lésion cutanée d'origine ischémique, principalement sur les saillies et protubérances osseuses. Euh, les escars, il y a beaucoup de risques, de facteurs de risque. La déshydratation, euh, la dénutrition, beaucoup de tout ce qui est état cutané, les points de pression, bien entendu, l'âge, il y a énormément de facteurs de risque, donc on peut pas forcément éviter si tous les facteurs de risque sont là. Par contre, on peut les éviter si il y a un ou deux facteurs de risque. Et donc, la première intention, on va dire, ça va être d'éviter justement l'apparition de l'escar. Alors, on dit une escar et pas un escar, comme les gens font souvent l'erreur. Donc, c'est quoi le principe finalement pour éviter l'escar? D'abord, c'est soulager les points de pression. Soulager les points de pression qui se trouvent donc au niveau des saillies et protubérances osseuses. Voilà, donc principalement, on va dire en mode couché, on a l'occiput, donc juste l'os à la base du crâne, juste avant les cervicales. On a toute la région justement des cervicales, des vertèbres, toutes les vertèbres. On a les scapulas, les épines scapulaires, donc derrière le dos. On a le sacrum qui est le plus touché, principalement, on va dire, le sacrum est très à risque d'escar. Au niveau des membres inférieurs, on a bien sûr les talons, on a les malléoles aussi, les malléoles tibiales, qui peuvent potentiellement être touchés par ça finalement, donc la pression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le principe en fait c'est d'augmenter la surface sur laquelle le corps repose pour finalement faire baisser les points de pression, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire par exemple de la tête aux pieds? La tête, on va mettre un coussin, par exemple un oreiller plutôt vers l'occiput et qui va descendre jusqu'aux crêtes et protubérances de la scapula. Donc c'est environ à la largeur des épaules. Comme ça, on augmente la surface. Au niveau des bras, vu que les coudes sont aussi des saillies osseuses et sont donc à risque, on va mettre des oreillers, alors, des coussins spéciaux si on en a. Si on n'en a pas des oreillers, mais c'est bien que ça aille des mains jusqu'au coude. Comme ça, ils sont protégés. Pour ce qui est ensuite du corps des membres inférieurs, on va mettre un coussin qui va partir des talons mais qui va pas toucher les talons, qui va éviter le contact des talons avec le matelas, et on va le faire monter jusqu'au genou environ. Il faut savoir que cette position elle est confortable, et il y a juste un petit souci au niveau des membres inférieurs, c'est que des fois justement les malléoles ont tendance à se toucher. Il faut éviter ça aussi. Alors on a pas mal de moyens de prévention. La deuxième chose, c'est si une personne est vraiment très à risque d'escar sur une protubérance osseuse ou saillie osseuse, il faut faire quelque chose. Ce qui va se passer si par exemple on a un risque en position couchée, c'est-à-dire par exemple sur le sacrum, on va passer en décubitus latéral, on va passer la personne sur le côté et on va la laisser 2 heures comme ça, on va la retourner à nouveau sur un décubitus latéral mais sur l'autre côté, et il faut alterner ça toutes les 2 heures avec un coussin entre les jambes, un oreiller toujours sous la tête parce qu'il faut faire aussi attention au visage, les oreilles,
Au niveau des joues, les zygomatiques, c'est aussi une protubérance osseuse. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Et donc voilà, coussin entre les jambes, éviter que les malléoles se touchent, éviter que les jambes se touchent en général, donc en décubitus latéral, et faire une énorme pression au niveau euh, de la de la crête euh, du fémur. Et là, il va falloir en fait dégager le bassin de la personne parce que il y a trop. C'est-à-dire, on va prendre la personne et puis on va faire un mouvement euh, en arrière pour soulager la pression sur cette protubérance du fémur. Et donc aussi au niveau des épaules, là les épaules sont aussi en décubitus latéral, il y a beaucoup de pression dessus, donc on va aussi légèrement dégager les épaules, ce qui fait que la personne va être pas totalement sur le côté, mais environ 30 degrés. C'est un petit peu la règle des 30 degrés en fait. Si possible, si on a les moyens, faut lui glisser en fait une sorte de triangle sous le dos sur laquelle la personne va pouvoir s'appuyer, et c'est un triangle qui fait 30 degrés, donc la personne elle est à 30 degrés et là on les évite. Mais si l'escar est là, que faire? Voilà, alors on a ce schéma là, on a des stades, moi je vais plutôt parler de catégories et les éléments, et on va parler des traitements. Alors catégorie 0, c'est une catégorie qui en fait n'existe plus. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'escar, on parle d'une lésion de type ischémique, d'origine ischémique, et là, en l'occurrence, il n'y a pas de lésion. Les vaisseaux sont intègres. Il y a une rougeur, et cette rougeur, quand on appuie dessus, ça fait une trace blanche, et ça reste assez longtemps la trace. Et là, c'est vraiment une zone à risque, et donc il faut tout faire pour ne pas que l'escar de catégorie 1 se développe. Alors, en première intention, toujours, on va repositionner la personne, et dans la catégorie 0, on va hydrater la zone sans massage avec une hydrolotion, et si possible, si on a un film semi-perméable en polyuréthane, alors il faut pas faire les deux, il faut pas hydrater et mettre un film perméable, semi-perméable en polyuréthane, ça va éviter le frottement et ça va éviter le cisaillement en fait. Et ce film peut rester 5 à 7 jours. C'est bien, mais il faut pas mettre d'hydratation avec. C'est soit l'un soit l'autre, et on va préférentiellement mettre le film semi-perméable en polyuréthane. Ça évite le frottement. Si malheureusement on est dans une catégorie 1, comment on va la reconnaître la catégorie 1? Le derme donc qui est là, suite à une pression, va avoir ces vaisseaux qui vont être bouchés. Et donc il n'y a plus d'apport en nutriments et oxygène, il n'y a plus d'élimination des toxines, et donc il y a destruction de ces vaisseaux du derme, raison pour laquelle c'est rouge, parce que ça saigne. Et on va le voir au niveau de l'épiderme. Donc là, le derme et l'épiderme sont toujours unis. La catégorie 1, on n'a pas de plaie ouverte, c'est pas ouvert, c'est rouge comme on voit ici. Il y a un blanchiment aussi qui va persister sur la pression. Là on veut vraiment de lésion tissulaire, mais c'est une lésion tissulaire au niveau du derme. Donc on se dit là, mais non, mais il n'y a pas de lésion parce que ça saigne pas, etc. Et pourtant si, il y a quand même une lésion en bas. L'escar part toujours du derme et va toujours vers l'épiderme. C'est jamais le contraire. Donc ça part toujours en fait de la profondeur vers la surface. Ce qui va se passer ici, c'est que vu que c'est pas ouvert, on va faire exactement la même chose que pour la catégorie 0. C'est-à-dire qu'on va
soulager, mais vraiment au maximum, les points de pression. Euh, on va essayer, on va appliquer aussi ce fameux film semi-perméable en polyuréthane qui va éviter le frottement. Et c'est comme ça, il faut que les vaisseaux puissent cicatriser, se refaire et se reformer. Donc là, on va pas désinfecter, ça sert à strictement rien. On va pas s'amuser à rincer la plaie parce qu'il n'y a pas de plaie finalement au niveau de la surface. Et donc on va simplement faire ça. Il y a une hémorragie et ça on le sait. Donc voilà. C'est une hémorragie au niveau du derme et on peut pas forcément y faire grand chose, ça va cicatriser tout seul. Ensuite, il y a la catégorie 2. Si vraiment celle-là, la catégorie 1, on n'a pas pu l'éviter, on passe en catégorie 2. Là, qu'est-ce qui se passe dans la catégorie 2? C'est que il y a deux types en fait. Il y a la catégorie 2 fermée, qu'on va appeler une flichten, et la catégorie 2 ouverte, qu'on va appeler une dermabrasion. La flichten, alors, c'est en fait l'épiderme qui s'est séparé du derme. Vu qu'il y a une séparation derme-épiderme, il y a une apparition de liquide interstitiel, donc on le voit plus ou moins ici, mais c'est pas très flagrant, c'est en fait, il va y avoir un liquide, donc il y aura une plaie, là qui va se voir au niveau du derme et de l'épiderme, avec cette espèce de dôme avec du liquide, donc la flichten. Ce dôme, il faut absolument pas le percer en fait. C'est une comment dire, c'est un peu un pouvoir d'auto-guérison parce que c'est un liquide qui est riche en nutriments et minéraux et il faut percer uniquement s'il y a un risque d'explosion anarchique de cette flichten. Au bout de 5 à 7 jours, théoriquement, ça part. Si il faut quand même percer, on va pas enlever le dôme. Il faut juste prendre une aiguille, on plante l'aiguille et on aspire le liquide. C'est tout. Parce que, comme je dis, c'est un moyen protecteur. Alors là, le traitement, ça va être toujours soulager les plombs de pression. Et là, on va appliquer une interface ou un tulle gras en fait, qui va nourrir la plaie, etc. Si c'est infecté, ici, on peut appliquer un tulle bétadiné. Après, il y a la catégorie 2 ouverte. Alors là, on a une dermabrasion. Donc, il y a le derme, bon, il est de toute façon, et l'épiderme, il est à vif. Donc là, on a une plaie sur l'épiderme, et ça se voit. L'épiderme qui est d'ailleurs parti, donc c'est le derme qui est à vif. On va soulager les points de pression, absolument. Désinfecter uniquement s'il y a un risque d'infection. Sinon, il faut juste laver, préférentiellement avec une douche. Si c'est pas possible, du NaCl 0,9%. Mais il faut éviter la désinfection. Pourquoi? Parce que ça va retarder le processus de cicatrisation en fait. Donc, et s'il faut utiliser un désinfectant, on va plutôt utiliser par exemple de la chlorhexidine aqueuse, donc faite d'eau et pas de la chlorhexidine alcoolique, parce que ça fait super mal. Et donc vraiment, c'est s'il y a ce risque d'infection. S'il n'y a pas de risque infectieux, on laisse comme ça. Et là pareil, on va faire une application d'un tulle gras ou d'une interface et un tulle bétadiné si vraiment il y a risque d'infection. Ensuite on a la catégorie 3. Alors la catégorie 3, on voit qu'elle est un peu plus profonde. Elle a passé l'épiderme, bon il n'y en a plus, elle a traversé le derme et on est en fait au niveau
la fin du derme, donc au niveau du début du tissu adipeux. Les surfaces nobles, comme on dit, comme les os, etc., ont pas été touchées. Mais c'est quand même une très grosse blessure. Là, c'est pareil en fait. On va pas forcément désinfecter. C'est en fonction de la situation. S'il y a vraiment un gros problème d'infection, on va désinfecter toujours avec de la chlorhexidine ou de la bétadine, mais aqueuse. Et on va, c'est vraiment en fonction de la situation. On peut pas forcément dire qu'on va appliquer quelque chose parce que voilà. Et il faut regarder. Donc là, on en a un exemple. On voit que là, c'est bon, c'est quand même en phase de cicatrisation. C'est pas trop atteint encore. Mais ça, c'est typique ces espèces de taches avec une forme comme ça, et puis cette rougeur autour d'une espèce de blancheur. Donc là, on a là comme ça la catégorie 4. Alors là, le problème c'est qu'on a les passé l'épiderme, passé le derme, passé l'hypoderme, et on est en fait en présence des tissus nobles. C'est-à-dire que finalement, on aura les os par exemple qui seront à vif, c'est possible, les ligaments, les tendons, etc. Donc on a atteint les surfaces nobles. Là, c'est aussi, il faut voir en fonction de la situation. Toujours le même principe de désinfection ou pas. Et voilà. La catégorie inclassable, pourquoi inclassable? Parce que finalement, il y a une nécrose. Alors, finalement, la nécrose, elle peut, là, elle est présentée comme étant une nécrose avec une catégorie 4, mais elle peut être finalement à ce niveau-là juste. Et donc, il faut enlever le tissu nécrosé pour voir à quelle catégorie on a affaire et voir les traitements adaptés. Donc là, le suspect de lésion profonde, c'est modification de la couleur et texture de la peau et des tissus, hématome local, suspect de lésion plus profonde ne pouvant encore être caractérisé. On a une suspicion, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut aussi être une catégorie 3, une catégorie 2. Catégorie 1, c'est plus rare, vu que c'est fermé. Mais voilà, on n'est pas forcément présent dans une catégorie 4. Et donc, il faut enlever la nécrose pour pouvoir la classifier les scars. Voilà.